J'ai évoqué assez, je crois, les vraies causes des événements du vendredi 13 novembre dernier, qui sont les suites logiques d'un complot contre la nation française, pour rester déjà sur cette notion-là, un complot contre la nation française qui est censé s'étendre au reste de l'Union européenne, d'où le cirque tragique des migrants provoqués après le saccage des pays du Moyen-Orient par l'OTAN. Et dans le cadre de ce complot-là, c'est bien une guerre de religion qui est prévue de mettre à feu et à sang la France. Une guerre, ça ne se fait pas avec un seul camp. Pour provoquer une guerre, pour provoquer un chaos d'une telle ampleur, entre deux religions antagonistes, qui partiraient d'un point précis, qui est la France, il faut qu'il y ait deux factions opposées qui s'opposent très violemment, qui est de la riposte. Ces deux factions opposées existent. C'est-à-dire que nous avons d'un côté tout ce qui correspond à la menace de la terreur islamiste, et je le répète, même si tout cela est une monstrueuse, une satanique mise en scène, les réseaux dormants islamistes existent dans toute la France. L'armement lourd de guerre dont j'ai parlé, fusils d'assaut, lance-roquettes, modèle russe, RPG-7, RPG-9, grenades à main, munitions, cantines pleines de munitions, tout cela est présent sur le sol national depuis des dizaines d'années. Depuis la chute du mur de Berlin, depuis la guerre des Balkans, depuis les autres guerres qui ont été provoquées par l'OTAN, qui ont permis que le trafic d'armes approvisionne ses réserves pour le jour du déclenchement de la guerre sainte sur le sol national. Et je dis bien, le déclenchement de la guerre sainte. Je n'ai pas dit le déclenchement du djihad, parce que c'est d'une guerre sainte dont je parle maintenant. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons donc ce qui est prêt, dans le camp des islamistes, qui sont évidemment organisés, montés, manipulés par Gladio, par la CIA, avec Daesh qui a été monté par la CIA et financé en partie par les Qatars et l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas se faire d'illusions, quand on est à plus de 2000 milliards de dollars en termes de budget, c'est qu'il y a des planches et billets qui tournent. Et en ce qui concerne maintenant l'autre camp qui va venir en confrontation, personne n'imagine qu'il puisse être aussi assez puissant. Et comment peut-il être puissant? Tout simplement parce qu'il est au cœur de l'armée. C'est un virus qui est au cœur de l'armée. Ce virus porte un nom. Le projet Alfie. Je pense que personne n'a entendu parler de ça, à part quelques initiés, et moi par accident. Armée de libération de la France islamisée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que, dans l'esprit d'un très grand nombre d'officiers supérieurs et d'officiers généraux de l'armée française, en active et en retraite, il y a une idéologie forte liée à l'histoire de la France, liée aux pseudo-valeurs de la France, liée aux guerres de colonisation, liée à la tragédie de la guerre d'Algérie, liée à la trahison du général de Gaulle, liée à l'OAS, tout ce qui a été orchestré par Gladio. Eh bien, derrière cela, derrière cette idéologie de guerre sainte, il y a donc une force réelle d'un réseau dormant, extrêmement puissant, qui a une grande influence sur l'armée, ou en tout cas qui entend en avoir une grande au moment opportun. Le moment opportun, le dernier moment, dont tant de personnes parlent. Quand il s'agit d'aborder le thème de qu'est-ce qu'il faut faire, et on nous répond « au dernier moment nous agirons », c'est le déclenchement de la guerre civile qui est attendu donc par cette mouvance. C'est-à-dire que d'un côté nous avons les djihadistes qui attendent le moment de la guerre sainte du djihad, et de l'autre côté nous avons eh bien, la même chose en couleur, mais du côté chrétien-catholique. Des fondamentalistes catholiques, des patriotiques, des patriotes, dont la foi religieuse et l'idéal patriotique sont détournés, manipulés, instrumentalisés pour être l'ingrédient majeur, l'énergie majeure du chaos. Puisque ce sont des manipulations d'idéaux. Cette mouvance, dont je dénonce l'existence peut-être en exclusivité, je l'ai croisée il y a 25 ans de cela.
Je suis obligé de venir sur ma propre histoire pour que vous compreniez que ce n'est pas un fantasme, que ce n'est pas une invention. C'était à l'époque où j'étais donc jeune gendarme, où j'avais eu des déboires assez sérieux avec ma hiérarchie, parce que je m'étais rebellé contre des violences commises par mes collègues gendarmes d'odieux ripoux sur des populations défavorisées en Guyane française. Ce qui m'a conduit à avoir une carrière qui tournait vraiment au vinaigre et à poser ma démission. Seulement au moment où je posais ma démission, où je sentais que je ne pouvais plus faire une carrière de gendarme, que ce n'est pas là que je pouvais servir mon idéal, il se trouve que j'avais déjà pris attache avec certaines mouvances. Donc, je faisais partie d'une association qui s'appelait, je ne sais pas si elle existe toujours, Baguera, qui est une association qui regroupe des anciens, essentiellement des anciens du 11e choc, du historique 11e régiment parachutiste de choc, qui est le régiment par excellence, l'unité des services actions, du service action des services secrets. Là, au sein de cette association, que j'avais intégrée de plein gré, en étant sympathisant de tout ce qui était lié à la Seconde Guerre mondiale et à la résistance, parce que j'avoue avoir une certaine influence de par mon historique personnel, familial, c'est-à-dire le rôle qu'ont joué mes deux grands-pères, grand-père maternel, qui était chef d'un réseau de résistance en Afrique du Nord, et grand-père paternel, qui était celui qui donc était un des Français qui parlait au français à Radio Londres, avant de faire les débarquements et d'être capturé par les Allemands, d'avoir eu aussi un épisode assez rocambolesque. Bref, j'ai donc été, dans ma jeunesse, soumis à cette influence et été un sympathisant de tout ce qui était lié à l'histoire de la France, à la résistance, et j'avais de très fortes valeurs patriotiques, et je vous l'avoue très sincèrement, j'ai failli avoir ces valeurs-là détournées. J'ai failli tomber dans ce milieu. J'étais à 2 doigts de tomber dans ce milieu. Donc, quand j'étais jeune gendarme, que sur mon temps libre, j'allais retrouver des activités de cette association Baguera, à travers lesquelles je croisais des personnages qui me faisaient venir la chair de poule, comme le sergent Jack Isaac, comme le général Ossarès, des gens qui ont été des figures extrêmement fortes de la résistance, de la fabrication de l'armée résistante qui est venue libérer, qui est venue participer au débarquement. Eh bien, j'ai parlé de mes problèmes, évidemment, avec des officiers supérieurs de l'active que j'ai rencontrés, qui se sont intéressés à moi, dans le cadre de cette association, dans le cadre de ses sorties, de ses activités. Je vais taire les noms parce que ce n'est pas la peine que je balance des noms. D'ailleurs, je ne veux pas balancer quoi que ce soit. Je veux mettre en garde. Je veux aussi essayer de faire réfléchir des gens qui sont très profondément impliqués là-dedans, tout en sachant que ça risque d'être très vain, puisque quand on est formaté, quand on est intégriste, en principe, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je suis en train de décrire un phénomène. À un moment donné, un officier supérieur du service action, un colonel, m'a dit « Tu sais, mon gars, tu as raison de vouloir quitter la gendarmerie. C'est normal que, vu ton profil, tu aies les problèmes que tu as à l'heure actuelle en gendarmerie. Sache que la gendarmerie a toujours été du mauvais camp. La gendarmerie a trahi pendant la Deuxième Guerre mondiale, en étant au service de Vichy, de la République, et en étant accrochée donc à Vichy. La gendarmerie a également trahi très sévèrement lors de la guerre d'Algérie, en n'étant pas du côté de l'OS. Par contre, viens de notre côté. Tu veux servir la France? Tu veux faire une carrière intéressante? Les services spéciaux t'intéressent? Tu as le profil. Je vais t'indiquer quel est le chemin à suivre pour faire une carrière particulière. Ce colonel du service action, qui était donc en activité au service action, a, semble-t-il, passé quelques coups de fil, non pas pour que je puisse passer des tests en trichant, mais pour que ma mutation interarmée puisse se faire. C'est-à-dire qu'il a joué de son influence directement sur le ministère de la Défense. Ce colonel m'a aidé.
De toute façon, parce que j'avais très peu de chances que le ministère de la Défense accepte ma mutation interarmée de la gendarmerie dans une unité des forces spéciales. L'unité des forces spéciales vers laquelle ce colonel m'a aiguillé, il m'a dit: tu as deux choix. Tu as le 11e choc, et nous étions donc dans une association qui représente le 11e choc, mais il y a aussi une autre unité qui est particulièrement intéressante, et il se trouve que le chef de corps est un ami. Mais pas de ça. Tu vas passer tes tests, si tu veux rentrer dans cette unité, y rentrer, tu vas te préparer, tu vas faire ce qu'il y a à faire, du plus bas de l'échelon, parce que de sous-officier, je devais perdre un galon, je devais rentrer en tant que caporal-chef, donc être dégradé, ne plus être encore des sous-officiers, pour accepter de rentrer dans cette unité-là. Eh bien, je l'ai fait. J'ai choisi le 1er PIMA de Bayonne. J'ai été sous les ordres d'un certain lieutenant-colonel Didier Tauzin à l'époque, qui donc, semble-t-il, était l'ami de ce colonel du service action. Et la ligne de carrière que je devais prendre était de faire partie donc de cette unité des forces spéciales, très certainement pour après travailler dans les services secrets. C'était ce que j'avais décidé de faire, c'était ce que je pensais être le plus approprié à mon profil et à mon idéal. Je me suis dit, après tout, la carrière de gendarme ne s'est pas passée telle que je voulais, faisons quelque chose de fort, de radical. Allez, puisqu'on me dit que je vaux le coup, puisqu'on me dit que j'ai le profil, puisqu'on me dit que c'est possible, que je mérite mieux que ça, allons-y, faisons quelque chose d'exceptionnel. J'y suis allé. Au début, ça s'est très bien passé. Alors certes, je me suis accroché avec pas mal de monde, parce que justement, pour vous dire que les parachutistes ne sont pas spécialement très intelligents, j'avais des problèmes parce que je sortais de la gendarmerie. Et les parachutistes n'aiment pas les gendarmes. Surtout les parachutistes des forces spéciales. Donc j'avais des heurts. Parce que, ayant quitté la gendarmerie, ok. À certains, je pouvais faire comprendre, mais justement, si je suis parmi vous, c'est parce que je ne suis plus sympathisant. Je ne fais plus partie de ce milieu-là. Je suis aujourd'hui parachutiste. J'ai l'honneur de porter ce béret rouge. Donc comprenez que je ne suis plus gendarme. Ce que je pensais à ce moment-là. Parce que, petite parenthèse, aujourd'hui, j'ai compris que je suis toujours ce gendarme, et même plus que jamais. Et je vais y revenir. Eh bien, quand j'étais sous les ordres du colonel Didier Tauzin, du lieutenant-colonel Didier Tauzin, j'ai assez rapidement été affecté à l'instruction spécialisée, qui est une cellule spéciale de cette unité spéciale. J'ai été remarqué par un officier supérieur, un commandant, celui qui commandait cette cellule spéciale. J'avais quelques cordes à mon arc. Il faut dire que quand j'étais gendarme, je déplorais le manque de caractère opérationnel de la gendarmerie de façon générale, ce que j'ai pu voir déjà en école de sous-officier. J'étais moi-même, dès la majorité, un tireur sportif. Quand j'étais gendarme, j'ai fait mon chemin dans quelque chose de particulier en termes de formation qui s'appelait, ça a été démantelé entre-temps, depuis, ça s'appelait le CITES, Comité International de Tir en Situation. Et le Comité International de Tir en Situation, c'est une petite parenthèse, je suis obligé de raconter un peu ma vie, était en fait un regroupement de centres de tir entre la Belgique et la France. Donc c'était en France, c'était les grottes de Saint-Astier, en Dordogne, qui était le principal centre du CITES. Et là, il y avait des rencontres internationales qui étaient organisées. Alors le CITES, ça consistait en quoi? Centre international ou comité international de tir en situation. C'était un cadre de formation et d'entraînement pour les gendarmes, les policiers et les douaniers du monde entier, qui apprenaient le tir sélectif essentiellement, c'est-à-dire des mises en situation avec l'arme de service, pistolet automatique, revolver, ce que porte le gendarme, le douanier et le policier. Que ce soit d'unité d'élite ou simplement gendarme de base ou policier de base. Toutes des mises en situation qui va de la prise d'otage simulée dans un bus à une mission de protection rapprochée qui tourne mal avec une prise sous le feu, etc. Ou des mises en situation où on est amené à faire du tir riposte ou à progresser avec des cibles en 3 dimensions qui apparaissent et sur lesquelles il faut le faire feu avec son arme de service. La plupart du temps, les concours se faisaient avec une arme de service. Bref, vous avez compris un peu l'ambiance. Il se trouve que donc je participais en tant que jeune gendarme au CITES et que j'avais fini par prendre un petit peu de grade dans cet environnement et que j'étais passé arbitre international.
C'est-à-dire que j'assistais dans les progressions des unités des membres qui venaient participer aux rencontres internationales. Et dans ces rencontres internationales, nous avions le RAID, nous avions le GSG-9, le GSG-9 allemand, nous avions des unités d'élite de la police de Moscou, de Lituanie, nous avions les élites de la Guardia Civile espagnole, des unités d'élite de la police italienne, des unités d'élite du monde antiterroriste et des services spéciaux. Essentiellement des unités d'intervention. Et à un moment donné, donc ça apparaissait dans mon CV, en quelque sorte, au premier PIMA, et le commandant m'a demandé d'encadrer une équipe de tireurs, ce sont des équipes de 3, au pistolet, pour participer à ces rencontres internationales, qui, je le répète, étaient réservées aux unités de police, de gendarmerie et douanières, et la douane. Normalement, tout ce qui est militaire, armé, pouvait participer, mais avait un classement à part, un classement qui n'était pas dans le classement officiel, puisque ces personnels, ces unités de l'armée n'étaient pas censés être là. Voilà, tout simplement. Donc j'ai dit oui, absolument, c'est tout à fait possible, j'en serais très honoré, et j'ai fait mon job. Et j'ai participé. Donc les meilleurs tireurs du régiment ont travaillé un petit peu avec moi, et une équipe a été formée. Je devais donc arbitrer une rencontre internationale à laquelle il y avait le premier PIMA de Bayonne qui participait pour la première fois. L'idée pour mon commandement du premier PIMA était de bénéficier de l'environnement dont je faisais partie, le CITES, pour pouvoir augmenter le carnet d'adresses, c'est-à-dire faire des liens avec diverses unités, même étrangères, ce qui pour moi était très très intéressant et tout à fait pertinent. Donc j'étais très motivé pour la petite mission qui m'était proposée, qui n'est vraiment pas grand-chose. La rencontre s'est très bien passée, les gars qui ont participé à cette rencontre internationale ont très bien tiré. Seulement le problème, c'est qu'ils ont été classés dans le hors-rang. Ils n'étaient pas classement officiel. Et on me l'a reproché, comme si moi, petit arbitre de rien du tout, je pouvais avoir une influence et avoir volontairement fait classer mes camarades dans un classement parallèle. Bref, quand on est revenu de cette rencontre, j'ai commencé à avoir des soucis, curieusement. Alors aujourd'hui, je l'assimile à des jalousies, toutes bêtes, parce qu'un tout jeune gars qui vient de rentrer au premier PIMA, qui dès la première année se retrouve instructeur dans la cellule de l'instruction spécialisée, ça en exaspérait quelques-uns, et ce que je peux tout à fait comprendre. La seconde corde à mon arc que j'avais, c'était que j'avais passé depuis pas très longtemps un monitorat de full contact pour enseigner le full contact à mes camarades gendarmes en équipe légère d'intervention. Et donc, ces deux petites cordes à mon arc, si vous voulez, entre les sports de combat et le tir de combat au pistolet, faisaient que j'avais attiré l'attention du commandant de la cellule spéciale instruction spécialisée. Ok, bon, je me retrouve là-dedans, tout se passe plutôt bien, jusqu'à ce petit accrochage que j'ai avec d'autres camarades qui me reprochent le fait qu'ils n'ont pas été dans le classement officiel. Et à un certain moment, je suis pris à partie par le commandant de l'unité en question, de la cellule spéciale. Il y a eu un incident. Moi qui faisais partie de la cellule, à un certain moment, j'ai chargé des véhicules qui devaient partir sur le terrain pour faire je ne sais quoi, avec des postes radio militaires, équipés de fréquences spéciales évidemment, qui devaient partir sur le terrain. Et il y a eu une équipe d'officiers qui est partie faire je ne sais quoi, je ne sais où, ça ne me regarde pas. Seulement c'est moi qui avais chargé la P4, c'est-à-dire le véhicule tout-terrain qui devait partir. Quand le véhicule est revenu et que quelqu'un d'autre a déchargé les matériels, il manquait 2 postes radio. Immédiatement, j'ai été désigné comme coupable, parce que j'avais fait aussi un stage de radio. Donc on m'a dit, voilà, Maillot très certainement sait quelles valeurs peuvent avoir ces postes radio, et comme il fraternise avec l'ennemi, je vous le donne en mille, c'est qui l'ennemi? Les Russes. Parce qu'effectivement, quand j'étais au CITES, quand je faisais mes rencontres internationales, j'étais le premier à faire du relationnel à droite à gauche, avoir un bon contact avec les gens, et j'avais de bons camarades, effectivement, qui venaient de l'académie de police de Moscou, des officiers,
et nous avions échangé des uniformes. À l'époque où j'étais gendarme, déjà, des officiers que j'ai retrouvés quand il y a eu cette rencontre internationale avec le premier Pays-Bas. Et donc j'avais dans mon placard des uniformes d'officiers de l'Académie de police de Moscou, effectivement, au premier Pays-Bas de Bayonne. Seulement tout le monde savait très exactement quelle était la provenance de ces uniformes d'officiers russes. Et on a prétexté, de par mes bonnes relations avec des officiers de l'Académie de police de Moscou, que j'étais en collusion avec l'ennemi. Alors là, subitement, il est redevenu l'ennemi, hein, le russe. J'ai été viré de la cellule. J'ai été accusé d'avoir volé les postes radio et de les avoir vendus aux Russes. Mais non, nous étions en dehors de la guerre froide, c'était entre 93 et 94. Nous n'étions plus du tout dans la guerre froide. J'ai été accusé d'avoir volé donc ces postes radio pour les vendre aux Russes. Et je me rappellerai toujours le commandant de l'unité, le commandant de la cellule IS pour laquelle je travaillais, qui me fait venir dans son bureau, qui me dit « Maillot, je ne sais pas qu'est-ce qui me retient de te coller contre le mur. » Bon, ce qui le retenait, c'est que je cognais assez fort, moi, à l'époque. Il m'a fait tout un grand cinéma pour me dire que j'étais la honte du régiment et que, évidemment, j'allais être viré, jeté en prison, etc. J'ai été, en tout cas, viré dans un premier temps de la cellule IS. J'ai été mis au cachot, comme je n'étais plus sous-officier, mais homme du rang, caporal. J'ai été mis au cachot, 45 jours. Avant cela, la gendarmerie de Bayonne est venue m'accrocher un radiateur, je ne sais plus, un jour, 2 jours, pour me faire parler. Je n'ai pas parlé puisque je n'avais rien à dire. Il n'y avait rien à dire, mais en fin de compte, il y avait bien 2 postes radio qui avaient disparu. Alors, toute une longue histoire pour vous expliquer d'où je tiens mes sources. Bref. Et en bout de course, je vais quand même finir cette histoire personnelle parce qu'elle a une fin, et c'est bien de connaître la fin, parce qu'après on va encore me dire que j'ai été viré de l'armée, ou qu'on a des dossiers sur moi, etc. Comment ça s'est fini au premier Pays-Bas de Bayonne? Eh bien, après être sorti de mes 45 jours de cachot et être officiellement le voleur des 2 postes radio, alors que moi, j'avais tout donné pour faire participer mon unité au CITES. J'avais créé un club de boxe américaine de full contact au premier Pays-Bas, rattaché à mes fédérations, qui je crois existe toujours, en faisant entre les cours que je donnais pour la cellule et les cours que je donnais pour le club fédéral, que j'animais tous les jours, tous les soirs. J'étais quelquefois jusqu'à 6 heures de cours par jour. Je n'arrivais plus à marcher à cause d'inflammations graves que j'avais chopées aux hanches. J'avais été pressé comme un citron par cette unité, mais j'étais fier de faire ce que je faisais. J'y croyais. Et patatras. On m'accuse de la pire des choses qui puissent être... je veux dire, imaginez-vous un jeune gars bourré d'idéal qui se fait accuser de voler du matériel militaire pour le vendre à l'ennemi. Quand je suis sorti du cachot au bout de 45 jours, j'ai pris une décision. J'ai déserté. J'ai déserté de l'armée, du premier Pays-Bas de Bayonne. Je me suis retranché quelque part à Bayonne, dans un appartement, chez un copain. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une copine. Cette copine, elle, a été récupérée, a été arrêtée par les gendarmes sur son lieu de travail. Elle était hôtesse dans un magasin. Et amenée à la gendarmerie, mise en garde à vue, perquisitionnée. Donc, à la fin de la journée, c'était plus ma copine. Mes bagages étaient dans une cantine dehors dans la rue. J'avais juste à la récupérer et après à trouver une planque. Bref. Bon, ça s'est fait dans un deuxième temps. C'est pour schématiser. Pour vous dire aussi jusqu'où sont allés les gendarmes. Ils ont été vraiment très sympathiques avec moi. Ils m'ont désigné coupable. Ils n'attendaient que ça. Et pour dire aussi que la gendarmerie, une fois qu'elle vous a en viseur, elle vous suit. Et donc, je suis recherché par toute la gendarmerie puisque j'ai déserté. Je suis à Bayonne et qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je suis en train de monter une opération commando, moi tout seul dans mon coin. Et je veux choper le lieutenant R, le lieutenant Roméo, pour ne pas citer son nom, qui était un des principaux avec le commandant Roméo aussi, pour ne pas citer son nom, qui m'ont désigné comme coupable. Et je voulais tout simplement
attaquer cet officier dans la rue, avec une cagoule et un fusil à pompe que j'avais raccourci, et le faire parler. Lui faire dire pourquoi il m'avait désigné comme coupable et pourquoi lui avait volé ou fait disparaître ses postes radio. Et en fin de compte, pendant que je préparais mon coup, un mois est passé, où je suivais donc l'officier que j'avais pris pour cible quand il sortait de la citadelle. Et avant d'arriver au moment où j'allais passer à l'action, c'est-à-dire je me rappellerai toujours de ce jour, où j'étais dans le petit bar qui est en bas de la rue qui descend de la citadelle, avec ma housse TAP, avec dedans mon équipement, fusil à pompe coupé, munitions, cagoule, tout ce qu'il fallait. Et c'était le soir où j'avais décidé de passer à l'action. Et là, j'ai quelques camarades qui, après le service, viennent boire leur coup, qui viennent me voir, qui me disent « Maillot, qu'est-ce que tu fais là ?» Mais tu sais que toute la gendarmerie te recherche. Mais en tout cas, c'est bien, on est au courant de ce qui s'est passé. Tu sais qu'ils ont retrouvé les postes radio. Pardon. Ils ont retrouvé les postes radio. Les deux couillons, là, le lieutenant R et l'autre abruti machin, ils les avaient oubliés. Ils étaient allés faire quelque chose, on ne sait pas quelle manip, dans les Landes. Ils avaient dormi dans une grange chez un paysan, dans le foin. Et là, ils avaient tout simplement oublié les postes radio dans le foin. Et quelques mois après, le paysan, qui avait ces deux machins, qu'il avait retrouvés dans son foin, eh ben, il avait décidé d'aller quand même à la gendarmerie dire « Ah ben écoutez, j'ai trouvé quelque chose de bizarre dans mon foin, je vous rapporte parce que ça m'inquiète un peu. » Vous imaginez un peu le jour où je devais passer à l'action. Souvent, je me dis qu'il y a quelque chose qui me protège. En tout cas, ce jour-là, c'est le lieutenant R qui a été protégé. Moi, j'ai restauré mon sang-froid. J'ai dit, bon, l'honneur est sauf. Ok, j'ai déserté un mois, mais l'honneur est sauf. Quoi qu'on puisse me faire, il sera établi que je n'ai jamais rien volé. Le lendemain matin, rasé, de frais, béret rouge bien vissé sur la tête, treillis bien repassé, je remonte tranquillement à la citadelle de Bayonne pour me faire arrêter. Je passe le poste d'entrée. Tiens, c'est curieux, on ne saute pas dessus. Ah, tout à fait, oui, j'étais déserteur. Et bon, il faut savoir quand même que ça rigole pas trop avec ça, en principe. Hein. Et donc, j'étais... je suis rentré pour m'expliquer, évidemment, du fait que j'avais déserté, puisqu'on avait retrouvé mes postes, et puisque mon opération pour faire parler l'officier qui m'avait fait ce coup tordu n'était donc plus d'actualité, tout simplement. Et il se trouve que le capitaine commandant, donc la compagnie à laquelle je faisais partie, à laquelle j'appartenais, pardon, capitaine Redley, je vais citer son nom parce que c'est un homme admirable, que j'ai donc, même si je n'ai pas connu longtemps, considéré comme un ami, et qui est mort. Il s'est jeté sous un train après une mutation dans un service à Paris. Et cet homme m'a dit, quand je suis rentré, toi et moi, Maillot, tout à l'heure, on va mettre les gants, on va se foutre sur la gueule parce que tu es un sale con. Tu es vraiment un sale con. Et par contre, je t'ai sauvé le cul. Et il a posé sur son bureau un papier. Il a dit ça, c'est un certificat médical. Parce que pendant tout ce mois où tu étais déserteur, en fait, tu étais malade. Et après, avec un petit sourire, maintenant, va voir le colonel, va t'expliquer. Le chef de corps, le lieutenant-colonel Didier Tauzin, devait me recevoir donc en fin de matinée, suite à cet incident. Moi, je devais m'expliquer. J'espérais être réintégré à la cellule d'instruction spécialisée, bien que c'était assez délicat vu l'ambiance. Et moi, tout petit bonhomme de rien du tout, j'avais peut-être pas toutes mes chances. En tout cas, j'espérais en tout cas être maintenu au sein de cette unité des forces spéciales, ne pas être muté dans un autre RPIMA. Et je pensais aussi, vu ce qui s'était passé avec le capitaine Redley qui m'avait fait faire ce faux certificat médical, que j'étais appuyé. Manque de chance, le téléphone sonne à ce moment-là, dans le bureau de l'adjudant d'unité. On me passe sa communication. Tiens, Maillot, une communication de l'extérieur. Comment ça se fait? Personne ne... Qui sait? Ah oui, peut-être ma famille encore. J'ai plus de rapport avec ma famille. Mon frère, Claude Maillot, médecin, qui me dit laconiquement, notre père, qui est sur l'île de la Réunion, où il était parti avec sa femme, ma mère, en retraite,
prendre sa retraite, est en train de mourir d'un cancer. C'est foudroyant. Cancer du fumeur. Je ne peux pas te dire pour combien de temps il en a. Peut-être une semaine, peut-être quelques semaines. Prends tes responsabilités. J'étais bouleversé. Profondément bouleversé. Quand je suis arrivé dans le bureau du lieutenant-colonel Didier Tauzin, je ne savais plus quoi faire. Je pensais à mon père qui était en train de mourir, que je voulais quand même absolument revoir une dernière fois. Et je lui ai simplement dit, écoutez mon colonel, je ne vais pas vous y aller par quatre chemins, et j'ai un problème personnel, qu'il devait certainement savoir, puisqu'aucune communication n'est secrète aux premières communes de Bayonne. Je souhaite démissionner, je souhaite quitter l'armée définitivement. Et tout ce que je vous demande, c'est que vous me facilitez la chose pour que je puisse aller voir mon père mourir sur l'île de la Réunion. Le lieutenant-colonel Didier Tauzin a simplement répondu « Très bien, je ferai le nécessaire ». Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était ça. C'était démissionner, j'en avais ras-le-bol. J'étais aussi sur les nerfs, nerveusement très éprouvé. Mais quelque part, un petit peu au fond de moi-même, j'espérais qu'une main me soit tendue et qu'on me dise « Calme-toi mon gars, voilà 15 jours de perme, reviens, et après on verra ». Non, c'était OK pour que je puisse démissionner. Évidemment, le petit caporal que j'étais était bien plus gênant pour l'ambiance générale, même si il n'avait absolument rien fait, au contraire, que d'accepter de se faire presser pour un citron et de donner le meilleur de lui-même. Petit retour en arrière. La mouvance que je fréquentais à Baguera, qui se disait très ouvertement OAS, avait parlé de ce projet, qu'il faudrait libérer la France de l'islam et que ça se ferait. Seulement, c'était le genre de discours qui me passait un petit peu d'une oreille à l'autre. Ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Je n'avais pas prêté attention à l'époque. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que cette mouvance est toujours aussi influente au sein de l'armée. Je sais qu'elle est donc, historiquement, elle se revendique de l'OAS et qu'elle est profondément manipulée par Gladio. Après, j'ai d'autres analyses là-dessus. Des liens avec la Belgique que je préfère taire parce que je suis obligé de citer des noms. Et ça, ce que je veux, c'est que tout le monde comprenne. Que les gens comprennent l'idée de cette mouvance extrêmement dangereuse qui a donc une très forte influence sur l'armée et qui veut la guerre sainte en France. Alors aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français, un certain personnage qui fait irruption, qui a fait irruption comme par hasard, quelque temps avant les attentats. Et je parle du général en retraite Didier Tauzin. Alors, je pense que pas mal de gens ont pu le voir, je crois qu'il est passé sur France 3, il est passé dans des télés alternatives comme Liberté TV. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur Internet et qui ont une très bonne audience. Le personnage est très crédible, il a un charisme certain, il a une énergie certaine, il s'oppose en chef de guerre, c'est-à-dire un rôle qui manifestement est prévu. Les rôles sont distribués, il y a des rôles qui doivent être pris et les personnages qui doivent prendre ces rôles sont déjà sélectionnés et ont déjà leur mission. Et je pense, j'espère sincèrement me tromper, je pense que mon ancien patron fait partie de ce jeu. Et je pense qu'il est manipulé dans cette mouvance, comme le sont, d'après moi, tous les officiers de tendance catholique intégriste, tous les fanatiques, par définition, sont manipulés. Et pourquoi je pense que lui représente cette autre partie de la menace qui vient piéger tous les citoyens français et les autres? Parce qu'il s'oppose en chef de guerre. Alors c'est très bien. Nous voyons un petit peu en détail les déclarations les plus fortes contre Desroches du général Tauzin, du général en retraite Didier Tauzin. Déjà, il faut préciser que le général Didier Tauzin a pris sa retraite il y a quelque temps. Pourquoi est-ce si important? Parce que si cet homme-là avait osé intervenir avant de prendre sa retraite, qu'il ait fait ce qu'il fallait, qu'il ait serré les dents, qu'il ait accepté toutes les compromissions que l'on peut accepter pour monter au rang d'officier général, qu'il ait serré les dents et
les points pour arriver à ce rang, pour se servir de ce rang et faire quelque chose, c'eût été admirable. Mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'un monsieur qui, tout compte fait, a fait une brillante carrière, certes très brillante, depuis les services secrets français jusqu'à être chef de corps du premier PIMA et finir général. Très très brillante carrière. Il a servi fidèlement, loyalement, tous les traîtres à la nation qui se sont succédés et qu'il dénonce aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le discours. Je veux dire, le tout petit bonhomme que je suis, si on veut faire une comparaison, il a fichu sa carrière en l'air de gendarme par intégrité. Et dernièrement, on le voit dans ce qui s'est passé avec l'affaire Vincent en 2006, je suis allé jusqu'à flanquer ma vie sociale en l'air pour aider un gosse. Donc, c'est-à-dire que quand je parle de certaines choses, quand je parle d'idéal, quand je parle de valeurs, je peux regarder les gens en face. Parce que j'incarne ces valeurs. Parce que l'idéal que j'ai en tête, je le porte, je le pose par des actions. Je ne me compromets pas. Au contraire. Cela, ça a été toute ma vie. Donc, quand j'entends un général en retraite qui me dit un tel, en parlant des traîtres à la nation qui se sont succédés, en les pointant du doigt, en disant ils nous ont amenés au chaos, etc., etc. Oui, mais bon sang, déjà, à l'époque de François Mitterrand, moi jeune gendarme, je voyais très bien la posture. On a bien vu que les présidents successifs étaient en train de laisser la France se faire, pour employer les mots de ce milieu de catholiques, intégristes, d'officiers supérieurs et généraux de l'armée, en train de se faire coloniser. Qu'est-ce qui a permis cette colonisation, cette invasion, mais au-delà de la notion d'invasion musulmane ou d'immigrés, qu'aujourd'hui nous devrions stigmatiser et pointer du doigt, qu'est-ce qui a permis cet état, cette configuration explosive, et fait en sorte qu'elle soit particulièrement explosive? Nos traîtres à la nation. Qui les a servis? Quelqu'un comme ce général en retraite qui est aux uns. Donc je ne comprends pas le discours. Je note encore autre chose qui me chagrine. Il l'a dit clairement, un putsch, c'est ce qui mettrait le feu aux poudres, il ne faut surtout pas un putsch. Or, c'est la seule chose qu'il aurait fallu faire. Que des officiers supérieurs et généraux qui aient une certaine emprise, qui aient une certaine ascendance sur le reste de l'armée, organisent un putsch, fichent en l'air, que ce soit Mitterrand, Giscard, Sarkozy ou Hollande, mais c'est attendre bien loin. Donc, l'imposture du gouvernement qui nous plonge vers le chaos, pour reprendre d'urgence les commandes de la nation en perdition. Cela n'a jamais été fait. Alors je sais qu'il y a eu peut-être pas des tentatives, mais des projets de putsch. 2 contre Sarkozy. Au moins 1, à ma connaissance, contre François Hollande. Et toujours du milieu militaire, de l'armée. Et que ces projets de putsch, non pas qu'ils ont avorté, parce que le projet n'est pas allé bien loin, mais ils ont été abandonnés. Et quelles sont les mouvances secrètes, occultes qu'il y a dans l'armée qui puissent avoir une telle influence? Je parle toujours de la même chose. Parce que ces gens-là veulent la guerre sainte. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, que vous vous mettiez dans la tête, que vous preniez conscience de la réelle menace de cette configuration sur laquelle nous, 63 millions d'individus, nous sommes assis. Tout est prêt pour cette guerre sainte. Et c'est peut-être même plus du côté de ces mouvances paramilitaires ou assimilées, de cathos intégristes, fanatiques, qui voient leur foi religieuse totalement manipulée et détournée, qui représentent la plus grande menace à l'heure actuelle sur le territoire national. Moi, en tout cas, c'est ce que je redoute le plus. Je vais vous donner un autre exemple. Quand je fréquentais, à une autre époque, certains milieux franc-maçonniques, parce que j'ai fréquenté les milieux franc-maçonniques aussi, non pas que je voulais y rentrer, tout simplement qu'à un certain moment, j'ai demandé de l'aide à un avocat qui se disait être un mangeur de francs-maçons, et qui en réalité était un franc-maçon, mais qui faisait partie
de la loge opposée que celle qui m'avait fait des misères sur l'île de la Réunion, donc bien des années plus tard, quand j'étais chef d'entreprise dans la protection des biens et des personnes. Eh bien, cet avocat qui était censé m'aider à me sortir d'une toute première machination judiciaire qui m'avait coûté mon entreprise à l'époque, s'intéresse à mon personnage lui aussi, à mon passé, et m'a fait rencontrer tout un tas de personnes très intéressantes, donc là encore, notamment des gens qui faisaient partie des services secrets du SAC, pour être précis, des barbouzes, et à une réunion, une petite réunion plus ou moins formelle, organisée par cet avocat qui a une certaine renommée et qui est une sinistre ordure de Nice, qui fait partie du barreau de Nice, m'a présenté un officier, un lieutenant-colonel qui venait de passer en retraite, si je me rappelle bien, pilote de chasse. Et lui m'a carrément dit, quand la guerre civile éclatera, et elle éclatera, et nous espérons bien qu'elle éclatera, moi, en tant que réserviste, j'ai pris les devants, j'irai dégoter un Mirage 2000 armé, et j'irai larguer mes bombes sur les quartiers nord de Marseille. Ces gens-là ne sont pas des plaisantins. Ce ne sont pas des petits mythos qui vont tous les soirs faire les piliers de bar au bar du coin, au bar PMU du coin. On parle d'officiers supérieurs, d'officiers généraux, de gens qui ont eu entre leurs mains des milliards de matériel sensible, qui savent s'en servir et qui sont déterminés à faire leur guerre sainte. Et ces gens-là, qui ont de tels moyens, qui ont un tel ascendant, qui ont un tel idéal, et qui sont bien au cœur aussi du problème, de la configuration que je vous décris, eh bien, pour eux, qu'il y ait des centaines de milliers, voire des millions de civils sacrifiés, eh bien c'est du dommage, c'est de l'ordre du dommage collatéral. C'est célèbre dans les ambiances de guerre sainte, n'est-ce pas? Dieu reconnaîtra les siens. L'important, c'est de nettoyer la France, les cités, les mosquées, mais pas au Karcher. Et de rendre à la France ses vraies valeurs, qui sont celles du judéo-christianisme. Voilà le discours de ces gens-là. Mais ce qu'ils ne vous disent pas quand ils vous parlent devant une caméra de télévision, c'est comment ils veulent y arriver. Ils veulent le déclenchement de la guerre civile et très probablement sont-ils manipulés à ce point par le réseau Gladio pour participer à tout ce qui peut provoquer l'escalade. Après, c'est de l'ordre de l'hypothèse de crime. On peut prendre plusieurs hypothèses de crime. Quand on a observé la scène de crime du vendredi 13 novembre, on peut tirer des conclusions. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Mais tout est possible parce que tout est manipulation. Et il y a effectivement deux forces très dangereuses mises en opposition ou au plein cœur de notre pays. Et 63 millions de Français, ou en tout cas de personnes vivant sur le sol national, sont assis sur cette configuration extrêmement dangereuse. Voilà quelle est la situation. J'espère que j'ai été clair.